Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité est connu pour avoir lancé Auto Plus, le magazine qui a totalement bouleversé l'univers de la presse auto française. Mais c'est avant tout un passionné de sport automobile, une passion qui remonte à son enfance, passée à Pau, ville célèbre pour son Grand Prix. Au fil de sa carrière, il suivra la Formule 1, nouera de solides amitiés, y compris avec des pilotes, et prendra la rédaction en chef d'un nombre incalculable de magazines. Un parcours hors du commun sur lequel nous allons revenir de ce 30e épisode d'Histoire d'auto avec le grand Eric Bath. Grand. Heureusement qu'on est assis. Je t'ai vu hocher la tête quand j'ai dit un nombre incalculable de magazines, mais moi je me suis amusé à faire essayer de reconstituer son CV parce que bon voilà. Et j'ai halluciné quoi. Enfin il y avait plein de choses que je connaissais pas. Alors je précise, chers auditeurs, que je connais Eric depuis pas mal d'années. Eric qui est un peu mon papa en journalisme, il m'a tout appris. Voilà, donc c'était quelque chose de naturel que je l'invite dans ce podcast. Je suis très content de enfin l'avoir en face de moi. Un juste retour des choses. Eh bah écoute, oui, vraiment, je sais pas si on peut parler de retour des choses, c'est vraiment bien modeste, mais quand même, écoute, ça me fait plaisir. Bon, écoute, Eric, dans ce podcast, on revient toujours aux origines, et je sais que, enfin, j'ai cru comprendre que initialement, la voiture, c'était pas trop ton truc. Par contre, le sport automobile, ça a toujours été une passion chez toi. Ça remonte, comme tu l'as dit, ça remonte à mon enfance. J'avais 11 ans à peu près quand j'ai été invité par le père d'un de mes copains au Grand Prix de Pau. Mais ça m'a appris instantanément. Jean-Pierre Beltoise a fait une course extraordinaire. Il est remonté, il a fini 3e. C'est Jackie Stewart qui a gagné. Ouais. Et je suis reparti de là, mais alors picousé pour des dizaines d'années. Et évidemment j'y suis retourné l'année d'après, encore l'année d'après, et hier encore je regardais le Grand Prix de Turquie en Formule 1 alors que combien, 6 décennies non allez j'exagère un peu, ouais, quand même, 5 décennies ont passé. Tu le vieillis. Je les compte pas, c'est pour ça que j'hésitais. Non, c'est assez extraordinaire. J'ai lu, je suis tombé sur un article. Je mettrai le lien dans la description du podcast d'ailleurs parce qu'il y a un article que tu as écrit qui est très drôle où tu rappelles tes souvenirs de jeunesse justement et même d'enfance. Et en gros, tu as trouvé le moyen de pas payer le billet pour le Grand Prix, c'était de te faire accréditer quoi. Ben oui, je voulais me faire accréditer. J'avais remarqué que sur le circuit, les gens les mieux placés, et qui étaient devant tout le monde, c'était les journalistes. Et comme j'étais devenu fondu de ça, je commençais à connaître quelques pilotes, etc. Et j'avais écrit à un journal. Je voulais pas écrire des articles. Je voulais avoir une place gratuite au Grand Prix de Pau. Et j'avais écrit au journal, ça s'appelait L'Éclair des Pyrénées, pour dire je connais machin, je vous donnerai des informations. Est-ce que vous pouvez m'accréditer et me donner une carte de presse ? J'avais 12 ans, ils ont dû... 12 ans. Non, j'avais un tout petit peu plus. J'avais 14 ou 15 ans. Ils ont dû éclater de rire. Eh ben pas du tout. Ils m'ont répondu, faites des articles pour nous. Je pense que ma lettre les a fait sourire un petit peu, mais que ils m'ont ouvert la porte et ça c'est une chance absolue. La première, j'ai eu de la chance toute ma vie. Donc tu as été publié, donc pour ton premier article, t'avais 13 ans, 14 ans ? J'avais 15 ans vraiment. C'était attends, on va calculer ensemble. C'était en 1973. Ouais, j'avais 17 ans à peu près. J'étais encore au lycée en tout cas. Parce que je dis que c'était très tôt, mais en classe j'étais très très en retard. Je ne m'intéressais qu'au sport automobile. Par contre, en classe, je m'en occupais un peu moins. Je suis resté par exemple en terminale 3 ans. J'ai eu quand même mon bac au bout de 3 ans, hein. Mais j'ai eu pas mal d'articles déchirés, j'étais en pension, hein. J'ai eu pas mal d'articles déchirés parce que j'ai rédigé pendant mes cours. Et les professeurs n'étaient pas trop contents. Les bonnes sœurs n'étaient pas trop contentes. Oh là, oui. Il y a eu une année, j'ai invité Jacques Lafitte
qui avait gagné le Grand Prix de Pau de Formule 2, à la République des Pyrénées. Oh. En fait, c'est le chef des sports qui s'appelait René Egoburu qui me dit « Oh, dis donc, tu connais les pilotes, toi. Si c'est un Français qui gagne, est-ce que tu peux venir boire le champagne avec nous ?» Et moi, je dormais plus de la nuit parce que j'avais, je sais pas, 17 ou 18 ans. Et comment est-ce que moi, je pouvais prendre le vainqueur du Grand Prix de Pau pour l'amener à la République des Pyrénées? Eh ben, c'était Jacques Lafitte qui avait des accointances paloise, familiale, et puis il a dû me prendre, j'imagine, en pitié, parce que de voir un marmot dire « venez boire le champagne avec moi à la République des Pyrénées », ça lui arrivait pas tous les jours, et il me dit « ok ». Et on est reparti dans ma vieille 2 chevaux pourrie, je l'ai amené mais j'ai encore la photo, mais c'est une photo qui a été publiée à la une de la République des Pyrénées, et le lendemain je me suis fait engueuler, parce que j'étais censé réviser mon bac. Ouais, et n'ont pas invité Jacques Lafitte à la République des Pyrénées. Mais le bac, c'est pas important à côté de Jacques Lafitte. Eh bien, ça m'a beaucoup plus aidé d'amener Jacques Lafitte à la République que de réviser mon bac, franchement. Hein. J'ai lu aussi que tu avais harcelé le rédacteur en chef d'Auto Hebdo à l'époque. Je crois que c'était Étienne Moiti. Je l'ai pas harcelé en tant que harcelé. C'est en gros, j'avais écrit un article sur les jeunes loups français. C'était les jeunes loups, c'était pas mal trouvé. Hein. Il y avait Lafitte, il y avait tous ceux qui sont allés, il y avait Depailler, tous ceux qui sont allés en Formule 1 ensuite, tous les Français qui sont allés en Formule 1. Et puis, en fait, j'étais allé voir Renaud de la Borderie, qui dirigeait Solar, et j'avais proposé mon idée, il avait accepté. Et puis voilà, pendant tout un été, j'ai écrit ce petit bouquin, et Renaud de la Borderie me dit « Oh, ben, c'est très bien, mais je vais pas le publier. » J'étais vert de rage. Et donc, sur le circuit de Pau où je traînais, j'avais fait la connaissance de Johnny Reeve, qui était journaliste à l'équipe, qui était le pape de la compétition automobile à l'équipe. Ouais. Pour lui dire, voilà, j'ai écrit un petit bouquin qui est certainement perfectible, mais l'éditeur n'a pas voulu le publier. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est bien ou pas? Et Johnny Reeve, très sympa, a pris tous les chapitres, les a annotés. Je crois que j'ai encore gardé ça. Et me dit, mais c'est vachement bien. Il faudrait que tu appelles Étienne Moiti à Scratch. C'était pas encore Auto Hebdo. Ouais. Et Étienne Moiti fait Scratch tout seul. Donc il a besoin de pigistes. Appelle-le de ma part. Et donc j'ai harcelé ni Johnny Reeve, j'ai posé la question, et ni Étienne Moiti, parce que j'appelle Étienne Moiti effectivement à Scratch, qui m'envoie balader, qui me dit oh non, et il me dit non, et je le rappelle le lendemain. Pour lui dire vous exagérez, vous avez le droit de me dire non, c'est votre journal, mais vous n'avez pas le droit de me dire non sans avoir lu une seule ligne que j'ai pu écrire ou un seul chapitre de cette histoire. Dites-moi non une fois que vous aurez lu ça. D'accord. Le culot. Ben oui, c'était culotté, mais je crois qu'on est culotté à 18 ans. Ouais. Je sais pas si je l'aurais fait 10 ans plus tard. Hein. Et en fait, il l'a lu et puis il m'a rappelé en disant c'est très bien. Et donc c'est comme ça que je suis rentré à Auto Hebdo. Sur un coup de bluff, quoi. Sur un coup de bluff en disant prenez-moi quand même. Alors qu'il m'avait dit non. Alors moi, mon papa en journalisme, c'était toi. Toi, tu as un peu du deux papas en journaliste. Tu en as cité un, Johnny Reeve. Il y a eu aussi Jean-Louis Moncey. Oui, en fait, c'est surtout Johnny Reeve et Étienne Moiti. Alors Jean-Louis Moncey et Johnny Reeve ont eu un coup dont je serais reconnaissant à vie. C'est que j'arrive à 17 ans avec ma petite machine à écrire sur le circuit de Pau. En salle de presse. Et puis, je savais même pas que ça existait, les salles de presse. J'arrive et puis je regarde. Et puis, et Johnny Reeve et Jean-Louis Moncey, de loin, ils voient un jeune mec arriver avec une machine à écrire. L'air perdu. Ils me font signe. Viens, on va te faire une place.
c'était un geste très très sympathique. Alors les salles de presse, c'était les salles de presse d'antan, hein. C'était une salle toute petite dans laquelle 50 personnes étaient entassées. Il y avait des boucans de machines à écrire qui crépitaient en même temps qu'il y avait des téléx, etc. Et donc j'étais effaré de voir ça. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et donc ben voilà, ils m'ont fait une petite place, et puis c'est resté ma place en quelque sorte. Et tout est allé ensuite très vite, parce que une fois rentré à Auto Hebdo, c'était ma passion, donc j'ai jamais travaillé de ma vie, hein. Voilà, au bout d'un an, Michel Hommel, mon patron, me dit on veut lancer un canard de Formule 1. Jean-Marc Andrier, qui devait le faire, préfère faire des rallyes avec Jean Ragnotti. Donc, comme tu connais plein de pilotes, est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Et voilà comment je me suis retrouvé un jour à Buenos Aires avec Bernard Assé, qui a 1 an de plus que moi. Donc, on était vraiment deux gamins de 21 ans à faire un canard révolutionnaire, entièrement en couleur, entièrement consacré à une course, à chaque Grand Prix, et qui sortait en gros en 4 langues, 1 semaine après chaque Grand Prix. Voilà un beau départ aussi sur la Formule 1, parce que comme c'était en 4 langues, ben les journalistes anglais, ils n'avaient Dieu que pour nous, les journalistes italiens, ils n'avaient Dieu que pour nous, quoi, parce que ils voyaient nos écrits alors qu'on était deux débutants, quoi. C'était inouï. C'était Grand Prix international. C'était Grand Prix international. Et puis comme on a Bernard Assé et moi-même eu beaucoup de chance, qui est-ce qui a gagné ce Grand Prix? C'est Jacques Lafitte. Celui que j'avais amené à la République des Pyrénées quelques années plus tôt. Donc je le connaissais, j'avais beaucoup à écrire sur lui. Et puis deuxième chance, celui qui a été champion du monde en 1979 sur une Ferrari, c'est Jody Scheckter, dont j'avais fait la connaissance sur le circuit de Pau. Le circuit de Pau, tous les grands, ils ont couru là-dessus. Ouais. Donc, moi, j'allais les harceler, comme tu as dit tout à l'heure. et puis Scheckter, il me voit, et puis il me dit, comme il voit arriver en Formule 1, et puis il me dit, je me souviens de toi, mais c'était d'où? Et je lui dis, du Grand Prix de Pau. 5 ans avant, où il ne s'était pas qualifié, il m'avait demandé de traduire sa réclamation. Donc, cette année-là, il était champion du monde, et moi, j'étais vraiment un de ses chouchous. Et quand je dis un de ses chouchous, chez Ferrari, il y avait un faiseur de pâtes excellente, mais les journalistes ils mettaient un coup de fusil quand les journalistes s'approchaient. Et moi, j'étais invité régulièrement à manger des pâtes avec Jody sous l'œil noir du Pastacino. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai noté que tu as interviewé des gens comme Tambay ou Beltoise alors que tu étais encore lycéen, quoi. Ça paraît hallucinant quand on entend ça aujourd'hui. C'était si facile d'accès, les pilotes étaient si faciles d'accès à l'époque, ou c'était juste que voilà, au Grand Prix de Pau, qui était peut-être un truc un peu plus petit, c'était un peu plus facile? Je crois que c'est le sport automobile qui a beaucoup évolué. Alors, tu cites Tambay et tu cites Beltoise. Dans les deux cas, Tambay, je le connaissais depuis les formules de promotion, parce que les frères Bochet, qui étaient des pilotes de Formule Renault à Pau, et d'un très bon niveau, qui ont gagné des courses et fait des très belles performances, il y avait Tambay sur les circuits, et puis j'en ai profité pour faire sa connaissance, et puis j'avais fait un grand papier sur lui dans le livre dont je parlais tout à l'heure pour Renault de la Borderie. Et donc quand Johnny Reeve m'avait dit va voir Étienne Moiti, j'avais un papier sur Tambay qui était sorti dans Scratch. Et donc, quand je retrouve en Formule 1 Patrick Tambay, il était ravi pour moi, quoi. Jean-Pierre Beltoise, alors comment ça s'est fait? Je lui ai téléphoné et pour lui demander à faire une interview. Et Jean-Pierre Beltoise avait beaucoup de qualités et beaucoup de défauts comme tout le monde, mais il avait comme qualité énorme d'aider les gens. Il a aidé De Paillet en lui prêtant une moto de course, il a aidé Jarier en lui prêtant son Elina de course, et puis il me voit arriver avec ça s'appelait un mini cassette à l'époque, avec une grande cassette, ça n'existe plus ça. Et je le branche, et puis
Jean-Pierre Beltoise, il pouvait être très impatient, hein. Donc il pouvait s'en aller après 2 questions en disant bon, ben on a fini. Et là, je pense qu'il a apprécié mes questions parce qu'on a parlé pendant 1h30. Oh. Et non seulement on a parlé pendant 1h30, mais après j'ai fait une interview de 8 pages dans Scratch. Waouh. Et un de mes souvenirs, c'est d'arriver à Nogaro 6 mois après. Et il y avait Jean-Pierre Beltoise qui prenait le soleil en parlant avec les autres pilotes. Je me souviens qu'il y avait Depailler, il y avait Jabouille, et puis Jean-Pierre Beltoise m'apostrophe et il me dit « Ah, Eric, très bien ton papier dans Scratch, je l'ai lu en allant faire un rallye sur l'île de la Réunion. » Et alors moi je reste impassible parce que j'étais avec mon camarade Xavier Chimitz, et donc je voulais pas faire le fanfaron devant un de mes copains, parce que quand on a 17 ou 18 ans, on veut pas faire trop le cacou, quoi. Et puis on s'en va et Xavier il me dit « Dis donc, Beltoise qui te félicite, là il en a vu des papiers sur lui. » Et puis moi je dis « Ah oui, effectivement. » Mais vraiment... Faussement modeste. Faussement modeste, ouais, parce que dans ma tête je bichais, hein, je te prie de croire que je bichais, quoi. J'étais content, quoi. Bah, tu m'étonnes. Justement, Xavier Chimitz, on va en revenir. Tu cites une anecdote sur lui, donc Xavier qui était un ami d'enfance, qui après est devenu... On était dans le même lycée, absolument. Voilà. Après est devenu notamment rédacteur en chef de l'Automobile Magazine. Tu racontes une anecdote qui est assez hallucinante. Donc, tu partais avec ton ami Xavier pour suivre une course, je crois que c'était à Rouen. Et donc tu avais 16 ans ou 17 ans. Et il y a prescription, hein. Tu as emprunté, avec de gros guillemets, la Volkswagen de ta mère pour aller sur la course. Donc tu as traversé la France, hein, pour Rouen. Pour Rouen, c'est... ça fait une bonne trotte, quand même. Sans permis, surtout. Sans permis, c'est pas mal. C'est... Alors j'avais fait ça. En fait, on devait aller effectivement à Rouen. Et mon père m'avait amené à la gare, et puis j'avais dit à Xavier, on monte pas dans le train. Alors il a cru que j'étais devenu complètement ma boule, et je lui ai dit, je vais chercher la voiture de ma mère, on va partir en voiture. Et on roule toute la nuit, et on arrive à Rouen, et zéro souci, hein, parce que moi, je me serais fait couper un bras pour rouler pendant 100 mètres, quoi. J'adorais ça, conduire. Et on arrive sans anicroche sur le circuit de Rouen, et là, la femme de Roselyne, la femme de Philippe Baucher, nous passe un savon en disant « Mais vous êtes maboule d'être venu en voiture, vous êtes complètement maboule, vous allez repartir en train, hein, crois-moi. » Eh bien, Xavier est reparti en train, mais moi, je suis redescendu en voiture. Bah oui, fallait la ramener, la voiture. On va peut-être finir la parenthèse paloise, parce que j'ai parlé de Xavier, mais il y a quand même un petit clan palois. Je pense aussi à Agnès Lasbarère, qui travaille à Autoplus, qui est une des figures d'Autoplus, que j'embrasse parce que je sais qu'elle écoute ce podcast. Il y avait quelque chose aussi, moi j'adore Agnès. Il y avait quelque chose dans l'air ou dans l'eau à Pau. Il y avait dans l'air surtout que j'étais en classe avec son grand frère, Marc Lasbarère, qui avait une magnifique mobilette bleue. Il m'avait bavé devant cette mobilette, et en fait c'est lui qui l'avait bricolée. Et puis on grandit un petit peu, et chacun part, moi du côté de l'encre et du papier, et puis Marc il a couru bien d'ailleurs en Coupe R5. Il est devenu copain avec Lionel Froissart notamment, et puis Agnès, sa petite sœur, suivait et est devenue complètement dingue de compétition. Elle était, j'ai le droit de le dire, hein, parce que c'était il y a quelques années, elle était amoureuse, folle de François Sevère. Donc, qui ne l'était pas. Qui ne l'était pas, c'était l'idole, François Sevère. Mais c'est incroyable parce que François Sevère s'est tué en 73, et 50 ans après, sur les réseaux sociaux, on ne voit que lui, quoi. Tellement, c'est un peu comme le James Dean de la Formule 1. De la Formule 1, quoi. Il est mort en pleine gloire, et très beau, et très, très, très glorieux, quoi. Alors, très glorieux, il a gagné un seul Grand Prix, mais il ne faisait aucun doute qu'il aurait été champion du monde avant Alain Prost, par exemple. Il aurait été le premier champion du monde français. Et ce qui me frappe quand je vois aujourd'hui des interviews de lui, c'est son érudition, son parler. C'était un enfant de bonne famille, hein. Mais on sent que cette éducation, ça transparaît, et ça paraît complètement démentiel, parce qu'aujourd'hui, les sportifs, on dit les sportifs, ils ont 2 de QI, voilà. Mais lui, on avait l'impression que c'était un prince, quoi.
On avait l'impression que c'était un prince. Je crois que il avait évidemment une érudition parce qu'on l'avait appris à faire du piano, il était allé dans des bonnes écoles, etc. Mais il avait surtout une voix. Quand on entend ses interviews, il a une voix, mais on croirait un acteur de théâtre tellement il parlait. Il avait un timbre magnifique. Le photographe Mano Zurini a très bien parlé, a très bien décrit François Sevère en disant finalement François Sevère, on dit qu'il est beau, mais il a un charme inouï, quoi. On peut pas dire qu'il soit vraiment beau avec tous les canons de la beauté. Il a les yeux très écartés et tout, mais c'est ce qui lui donnait son charme. Et puis son charme qui opérait sur la jante féminine, hein, vraiment. Ça a été une vraie idole sur les circuits, ça, il n'y a pas de doute. Et pour en revenir à Agnès, si elle est aujourd'hui la plus ancienne d'ailleurs d'Auto Plus, c'est parce qu'elle était très admirative devant François Sevère, qui a entraîné beaucoup de fans dans son sillage, quoi. Bon, bah voilà. Si je dois d'avoir Agnès comme collègue, c'est grâce à François Sevère. Bah, voilà. Merci Sevère, oui. Merci François. Bon, alors justement, on a tendance à dire que les journalistes auto sont des pilotes ratés. Je crois savoir que tu t'es un peu essayé toi-même au pilotage et que les résultats étaient pas forcément flamboyants. Ouais, ben effectivement, il n'était pas flamboyant parce que j'allais très vite, hein, mais j'allais très vite pendant 2 tours et puis au 3e tour, j'ai fait un tonneau. Oui, tu racontes une histoire d'un gadin au karting apparemment. Et ben je reviens sur l'histoire de Rouen où on s'était fait engueuler par Roselyne Baucher. Moi, je suis reparti en voiture parce que je suis pas rentré à Pau. Je suis allé à Cannes interviewer Patrick Tambay. Ouais. Et je suis resté 2 jours à Cannes et on est allé faire du kart. Et moi, j'ai voulu faire le malin, je conduis très bien, etc. Et puis évidemment, c'était la nuit, c'était un kart outdoor, mais bon, je voulais faire le malin et puis j'ai fait un tonneau. Donc, je suis rentré à Pau finalement avec ma voiture à 16 ans et en plus, je saignais de partout, quoi. Heureusement, je ne me suis pas fait arrêter parce que je ne sais pas comment ça se serait passé, quoi. Parce que je suis arrivé, j'avais des pizzas sur tout le corps. Et faire un tonneau en carte, tu devais vraiment y aller fort. Hein. Mais oui, non, c'est très facile. Au contraire, même quand on conduit comme une sandale comme moi, 2 roues ça fait engrenage, quoi. 2 roues je suis monté sur un kart et puis les 2 roues ont fait engrenage et puis je me suis retourné. C'est très facile de se retourner, même quand on conduit mal. Surtout quand on conduit mal. Bon, donc, Auto Hebdo. Donc Auto Hebdo parce que puis Auto Hebdo. Scratch puis Auto Hebdo parce que j'étais vraiment passionné de sport automobile et puis j'avais conscience que je serais jamais un grand pilote de Formule 1 et donc j'avais choisi d'aller voir les courses au bord du circuit avec un tour par tour dans les mains et puis j'ai raconté ma foi de façon suffisamment claire pour que ça continue, quoi. Ensuite, donc, Grand Prix international, le journal, donc tu es très fier, visiblement. Mais c'est pas une question de fierté, c'est une question de chance. Comme je disais tout à l'heure, c'est Jean-Marc Andrier qui devait le faire. J'ai eu plein de chance. C'est Bernard Rasset qui faisait toutes les photos et c'était il y avait beaucoup de photos dans ce canard et c'était magnifique. Bernard Rasset qui est déjà passé dans ce podcast, je vous invite à regarder. C'est le même Bernard Rasset. Voilà, c'est le grand Bernard Rasset, grand par le talent. Donc une chance inouïe à 20 ans de se retrouver à 21 ans de se retrouver en Argentine, au Brésil, en Afrique du Sud, en Californie, c'était une chance inouïe, quoi. Ouais, grave. Et au bout de 3 ans, j'avais fait pas mal de connaissances de l'équipe Renault. Et Alain Dubois-Dumay, le directeur de la communication, m'a proposé de venir faire l'attaché de presse pour la Formule 1 chez Renault. Une proposition qui ne se refuse pas. On est en quelle année là ? On est en 82. Et j'ai passé les saisons 82, 83, 84 chez Renault.
Alain Prost était chez Renault. Ouais. Il a fait partie des gens qui ont tout fait pour que j'aille chez Renault. Je connaissais depuis les formules de promotion, Ouais. Alain Prost. Puis il me dit, viens, on va se marrer. On s'est marré, mais au bout de 3 ans, j'avais presque la nostalgie de l'indépendance de la presse. Et j'avoue que Alain Prost étant parti de son côté, Larousse étant parti de son côté chez Ligier, j'étais très content, j'avais un job formidable, une belle voiture de fonction, mais quand Étienne Moiti m'a proposé de revenir à Auto Hebdo comme rédacteur en chef adjoint, j'ai dit oui dans la seconde. Une autre proposition Et qui se refuse peut-être que si j'avais eu 3 enfants et un crédit sur les dos pendant 25 ans, j'aurais pas fait ce choix-là. Mais comme je suis très indépendant, j'ai quitté la grande régie Renault pour retourner rue de Lille à Auto Hebdo et où j'ai été très heureux, quoi. Mais t'auras quand même du coup vécu la grande époque des Renault Turbo. Quand j'étais à Auto Hebdo la première fois, avec Bernard Asset, on avait vu évidemment que la Renault Turbo allait faire son premier Grand Prix à Silverstone, et on était grouillots. Bernard Asset, il s'occupait du labo, moi je parlais des courses de production, des courses de Formule 2, etc. J'emmerdais tout le monde parce que j'avais aucun domaine particulier, c'était machin qui faisait de la Formule 1, machin qui faisait de la Formule 2, machin qui faisait du prototype, et moi comme j'emmerdais tout le monde parce que je venais faire du magazine sur les plates-bandes de tous les autres, donc j'emmerdais tout le monde, mais je me régalais parce que je touchais à tout. Donc je reviens sur Silverstone avec Bernard Asset. On ne devait pas y aller, on y est allé dans la Volkswagen de Bernard Asset, à nos frais. Et Je crois qu'il en parle dans le podcast. ah oui, tu vois, on dit la même chose, on est synchrone. Et donc on était des fondus de sport automobile, et puis on faisait un peu, quand on voulait pas qu'on fasse les choses, on s'était fait accréditer par Auto Hebdo, mais on y était allé à nos frais, et d'ailleurs on avait fait des papiers à la suite de ça parce que c'était vraiment un grand moment. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que de Silverstone 77 à Dijon 79, où nous faisions un Grand Prix international, en 2 ans, c'était la première victoire de Jean-Pierre Jabouille. Ouais. Et le grand duel Arnoux-Villeneuve que tout le monde connaît. Ouais. En 2 ans, Renault est passé des débuts à la victoire en Formule 1, et puis je dois dire que l'ensemble de la Formule 1 est passé au turbo. Ouais. C'est gigantesque ce bond en avant qui était dû au petit moteur 1500 cm3 de Renault. Avec le recul, c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait. Alors que, je vais vous raconter une anecdote pour vous situer l'ambiance de cette époque. Il y avait un journaliste italien quand j'étais chez Renault qui à chaque fois il venait me voir, il me demandait alors moteur cassé. Je lui dis non, il y a eu une fuite d'huile, c'est rien du tout. Et puis alors c'était devenu une habitude. Alors moteur cassé, non, il y a eu un début d'incendie. Et puis à un moment il vient me voir et puis il me dit alors, moteur cassé, et je lui dis non, il me dit si, viens voir. Et il y avait un trou, mais il y avait un trou qui faisait 15 cm de diamètre sur le moteur. Il y a un moment où ça passait plus. Il y a un moment où ça passait. C'était l'époque où les Anglais l'appelaient la tailleur jaune. Oui, ça pétait. Mais n'empêche que 2 ans seulement pour gagner, et un peu un chouïa plus pour que la Formule 1 soit entièrement passée au turbo, parce que chez BMW, chez Ferrari, etc., ils sont venus à leur tour avec un turbo. Ça reste un changement majeur dans la Formule 1, il n'y a pas de doute. Donc tu es chez Renault en F1, ensuite tu reviens chez Auto Hebdo, rédacteur en chef adjoint. Oui, c'est ça. Et ensuite, Michel Hommel m'appelle un jour dans son bureau et me dit j'ai envie de racheter un journal qui s'appelle Autodéfense, qui défend les automobilistes. Et je voudrais te le confier.
Je dis, je suis très content Auto Hebdo, mais bon, j'accepte néanmoins. Parce qu'il me propose d'être rédacteur en chef d'autodéfense d'un journal automobile généraliste, quoi. C'était pas rien. Mais toi, t'étais dans ton trip compétition, Ah Formule oui, 1 à fond, du coup, c'était incongru pour toi. J'ai un peu réfléchi et tourné cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire oui, hein, parce que, en plus, franchement, j'étais vraiment content de ce que je faisais. Mais bon, j'accepte quand même de faire un journal, un magazine automobile généraliste. C'est Michel Hommel qui était très malin et qui me dit tu feras ce que tu veux. Quand on me dit tu feras ce que tu veux, moi c'est il t'avait bien cerné. La liberté, j'y suis allé en courant. Il y avait un personnage qui s'appelait Rongier, et avec lequel je me suis absolument pas entendu, et qui était parce qu'il y avait une association de conducteurs pour défendre les automobilistes. Mais je me suis pas du tout entendu avec Rongier, donc au bout de 48 heures. Donc j'étais content de faire le journal, mais j'étais pas content de la façon dont ça se faisait, parce qu'on avait, je crois, 16 pages sur l'association et ça me plaisait moyen. Ouais. J'ai toujours dans mon trip sport automobile. Un jour, on commente en direct avec Édouard Sedler et Lionel Froissart le Grand Prix de France au circuit Paul Ricard. Et la course a lieu, on fait tout ça en direct, et puis sur Radio Monte Carlo. Et à la fin, il faisait très chaud, Paul Ricard. Hein, on sort dès le drapeau à damier, on sort de la cabine. Et là, il y avait un journaliste qui était actionnaire du groupe L'Automobile Magazine et Moteur Presse International, et qui me dit « Eric, est-ce que tu veux devenir rédacteur en chef de L'Automobile Magazine ?» Alors là, heureusement que j'avais encore 2 jambes pour me porter, parce que à l'époque, il y avait 2 grands canards, c'était l'Auto-Journal et l'Automobile Magazine. Il n'y avait pas Auto Plus, il y avait la télé donnait 1 ou 2 grands prix en direct. Les 2 gros mammouths, c'était l'Auto-Journal et l'Automobile Magazine. Et on me propose l'un d'eux. Bon, j'ai accepté. C'était en quelle année, ça ? 2, 3, 4 chez Renault, 5 chez Hommel, ça devait être en 87. C'était en 87. Et je fais, c'était un mensuel, l'Automobile Magazine. Ouais. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. Et puis il y avait une rédaction qui magnifique, mais qui avait le poids des ans quand même. Quand je suis arrivé, il y avait une photocopieuse. Je te donne un exemple. La photocopieuse était fermée à 18h30. Avec une clé, hein. Il y avait 3 secrétaires, il y avait la photocopieuse était au milieu de la rédaction, quoi. Et je crois que le 2e ou le 3e jour, moi ça me donnait de l'urticaire, hein, j'avais besoin de faire une photocopie à 19h, et ah ben non, elle est fermée. Ouf, j'ai pris les clés et je les ai jetées dans la rue. On était au 1er étage, je crois. Le secrétariat a cru que j'étais devenu fou. Je l'ai bloquée ouverte, évidemment. Oui. Et les clés, je les ai mises à la poubelle. Et depuis, la photocopieuse est toujours restée ouverte. C'est un exemple de... Et tous les gens de la rédaction étaient ravis de ça, parce que toute la couche de poussière qu'il y avait un petit peu, ça a été un peu dépoussiéré. Ce geste a vraiment... il y avait des histoires aussi on faisait des mesures sur les voitures d'essai, ça bossait bien et dur, hein, à l'Automobile Magazine. Il y avait une voiture qui est une 205 avec plein d'appareils de mesure, et chacun la prenait, tous les essayeurs la prenaient, et personne ne réussissait jamais. Ça faisait des histoires épouvantables dans la rédaction. Et j'ai piqué un coup de sang, j'ai dit allez, c'est Bernard Poirier qui est le chef de la 205 de mesure, et c'est lui seul qui se sert de cette voiture. Et ben
tous les essais ont été mesurés à la perfection. Il y a eu plein d'exemples comme ça de choses qui ont... C'est presque un geste... Ce sont des gestes marquants qui ont fait que ça a créé une dynamique inouïe. Et bientôt, avec cette équipe, au bout d'un an et demi à peu près, on sentait bien les choses, quoi. Et je propose de faire un hors-série sur le Paris-Dakar, et puis Pierre Barret, qui était le grand patron, me dit c'est une très bonne idée, mais il faudrait qu'il y ait de la pub dedans pour le financer, et puis on perd du temps, et non, on n'a rien trouvé en pub, donc on le fait pas. Je propose un deuxième hors-série qui était sur le lancement de la série de Formule 1, de la saison de Formule 1. Et je propose qu'on fasse un hors-série de présentation de la Formule 1. Eh ben oui, c'est une très bonne idée. Il faut de la pub, donc il faut qu'on cherche de la pub. Alors on cherche de la pub, et ils me disent qu'ils cherchent de la pub, puis ils n'en trouvent pas. Moi je trépignais, quoi. Le truc était prêt. Xavier Chimitz, qui était dans la rédaction, était prêt à le faire parce qu'il écrit comme un dieu et à toute vitesse. Donc nouvelle impasse. Et bien la troisième fois, le troisième hors-série, moi-même, en décrochant mon téléphone, j'ai trouvé de la pub. Xavier Chimitz l'a rempli avec son talent habituel, et on a fait un carton. On a fait un carton dans les kiosques, mais à la rédaction, c'était pas un carton. Hein. Et je me suis fait tirer les oreilles, quoi. Parce que j'ai sorti, évidemment, j'ai créé une petite société. Hein. J'ai pas fait avec le journal, il voulait pas de moi, il voulait pas de ce hors-série. Donc, mais je le faisais. L'Automobile Magazine dans le même temps avait quand même progressé en vente de 45%. Donc je le faisais pas en douce, hein, je le faisais au grand jour, et je leur avais proposé. Ils avaient dit non, donc je l'ai fait. Ils ont voulu me virer, moi, je te jure que c'est vrai. J'ai réuni 4 ou 5 journalistes de la rédaction. Et je leur ai dit, on s'en va et on va faire ça. Et j'avais dans les mains un canard qui s'appelait Autobild. Et comme on savait faire des journaux, on s'est dit, on va faire ça en France. Je reste 3 semaines de plus ou faire mon préavis, quoi, 1 mois de plus à l'Automobile Magazine. Et je reçois un coup de fil un jour d'un monsieur qui s'appelait Willy Guibou, qui était aux éditions mondiales et qui était chargé de trouver un rédacteur en chef pour créer Autoplus. Et puis, tout se sait, hein, et il y avait plusieurs journalistes qui avaient été pressentis. Mais il m'appelle, Willy Guibou, et bon, il me demande rendez-vous, j'y vais. Et puis, on passe 1h30 ensemble, et on parle du projet 0 minute. Mais là encore j'ai eu de la chance, hein, parce que c'est un ancien de François, Willy Guibou, avec le grand Lazareff. Et on a parlé pendant 1h30 de Lazareff. Et j'ai posé 250 000 questions sur Lazareff. C'est tellement ce personnage, le plus grand journaliste qui a eu en France au XXe siècle. Et puis, c'était flamboyant. François vendait à 2 millions d'exemplaires, avait 22 éditions. C'était vraiment quelque chose de... C'est lui qui avait bâti tout ça. Et on parle de Lazareff pendant 1h30. Et je sors du bureau. Et je lui dis, il faut que je revienne pour parler de votre projet. Du projet, quand même. Pas besoin, je veux absolument que vous rencontriez mon président, qui était Francis Morel, lequel m'a proposé de m'embaucher pour créer le journal. Donc, il ne m'appartenait pas, mais c'est moi qui l'ai créé en tant que rédacteur en chef, quoi. Je suis arrivé un 30 juin, le 30 juin 88, il n'y avait rien. Et puis l'éditeur, celui qui allait devenir mon éditeur, me dit, on va installer les bureaux comme tu le souhaites. Et je lui dis, mais non, il est superbe cet espace. Il n'y avait pas encore d'espace paysager dans le monde. Hein. Et on va pas de cloison, on va faire un open space. Et on fait un open space. J'embauche au début, je crois, 25 personnes. J'embauche moi-même. Mais je connaissais tellement la presse automobile que je lisais par cœur depuis 10 ans que... tu savais qui appelait. Je savais qui appelait. Et
En 2 mois, on crée une rédaction. Je crée une rédaction. On fait un numéro 0, un deuxième numéro 0 et un premier numéro qui était en kiosque le 14 septembre. Et depuis, ça s'est jamais arrêté. Juste, il faut quand même que je replace des éléments de contexte, parce qu'aujourd'hui, Autoplus, ça paraît, voilà, ça fait partie des meubles, quoi. Mais déjà, tu avais 31 ans quand tu as été rédacteur en chef. 31 ans, moi j'aurais bien aimé être rédacteur en chef à 31 ans. Je suis toujours pas à 43. Et donc le numéro, comme tu le dis, est sorti le 14 septembre 88, juste avant le Salon de Paris. Un an plus tard, 75% de part de marché et plus de 14 millions d'exemplaires vendus. On vendait en moyenne 350 000 copies chaque semaine. C'est fou. C'était pas un magazine, c'était un journal. Ouais. C'était une première révolution, c'était un journal. Ouais. Ça coûtait très peu cher. Les canards, les magazines, ils valaient à peu près 20 ou 25 francs à l'époque. Et nous, on valait 7 francs. 7 francs. Ouais, je me souviens. Première chose, pas cher. Deuxième chose, un journal. Troisième chose, très accessible. Très accessible. Et il y a eu un truc magnifique, c'est que la publicité, la rédaction, le marketing, on travaillait tous dans le même sens. On avait une baseline formidable. C'était le premier journal qui se met à la place du conducteur. Mm-hmm. Et pour la rédaction, c'était clair, c'était net la voie à suivre. Pour la pub, c'était pareil. Et pour le marketing, c'était pareil. Et je me battais à chaque fois pour qu'on fasse de la pub pour nos malheureux magazines qui se vendaient tout seuls. Parce que bon, la meilleure promotion, c'est encore ça a toujours été le contenu du canard, mais c'est bien d'en parler. Et là, il y a eu une vraie campagne de pub dans tous les kiosques de France. Il y avait des grandes affiches Autoplus, le premier journal qui se met à la place du conducteur. Et puis sur les radios, il y avait même un jingle qui il y a eu beaucoup de travail fait en marketing, et donc beaucoup de promos, un prix bas et une rédaction qui était grand public, accessible. On fait que, on n'a pas vendu 1 million d'exemplaires, mais on a vendu 350 000 copies chaque semaine. On aurait pu vendre 1 million, parce que au 7e anniversaire, je crois, j'avais vu De Chavannes à la télévision qui faisait des préservatifs à 1 franc, je crois. Et ça m'a tilt. Le lendemain, j'arrive et en réunion, je dis, on va faire pour l'anniversaire, on cherchait une idée, on va faire le canard à 1 franc au lieu de 7. Et mes patrons me regardent comme si j'avais 39 de fièvre. Mais l'idée fait son chemin, et mon éditeur me dit, dis donc, ton idée on va pas le faire à 1 franc, on va le faire à 2 francs. Et financé par la pub, parce que moi je pensais qu'on taperait le million avec le canard à 1 franc. Et à 2 francs, on n'a pas tapé le million, mais on a vendu 600 000 copies. Et ce qui reste, je crois, à ce jour, le record de vente de ce canard. Ça vient de Chavannes et ça vient des préservatifs à 1 franc. Alors, je rappelle à mes chers auditeurs que vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux et suivre ce podcast. Et comme ça, j'annonce en général mon invité à l'avance, ce que j'ai fait pour Eric, évidemment. Et du coup, j'ai des invités, j'ai des internautes qui me posent des questions, donc je les relaye. Par exemple, j'ai Benoît qui me demande, est-ce que Eric se souvient de la première réunion de rédaction ? Est-ce qu'il pourrait la raconter ? La toute première réunion de rédaction d'Autoplus ? D'Autoplus ? Oh, c'était la grand-messe. On se réunissait tous dans mon... on avait un bureau paysager, un grand bureau paysager. J'étais le seul à avoir un petit bureau. On se réunissait tous dans mon bureau. Et puis, on était, je dois dire, très bien organisé, et 2, très critique et désireux d'améliorer le canard, et qu'il soit le mieux, de mieux en mieux. Et donc, toutes les petites... coquilles ou erreurs dans la rédaction, on les soulignait, je les soulignais. Et je dois dire, je le soulignais sans jamais humilier personne. Et tout le monde acceptait cette façon de raisonner. Un exemple, par exemple, dans un essai, il y avait une voiture qui était un petit peu difficile en suspension, et il y avait eu cette phrase, c'est une Volvo. Cette Volvo a un comportement de tracteur.
ça pouvait passer, ça passe encore, mais dans les conférences de rédaction, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai entouré de rouge en disant on insulte tous les possesseurs de Volvo en disant ça. Donc vous avez le droit de ressentir tout ce que vous voulez. Il n'y aura jamais une censure de ce côté-là, mais faites-le sans insulter personne là. Et là, on a insulté tous les propriétaires de Volvo, quoi. Le ton, il peut être au détour d'une phrase. Il y a des petites erreurs de ce genre-là qui on les évitait. C'est en ce sens-là que je disais que c'était un journal automobile grand public. Dès le numéro 1, on avait une rubrique faites-le vous-même, et on avait le premier sujet, c'était faites votre vidange vous-même. Ouais, je me souviens. Et on avait expliqué qu'il fallait dévisser le bouchon de vidange, et puis on montre les photos, et puis on dit pas qu'il fallait revisser le bouchon. Et il y a des gens qui nous ont écrit il y a toute l'huile qui a coulé sur dans le garage, qu'est-ce qui se passe? Et donc, mais on était vraiment suivis à la lettre, hein. C'était la Bible, c'était, et donc vraiment on faisait gaffe à ce qu'on écrit. Le premier numéro, on a écrit plein de bêtises. Il y avait la nouvelle grosse Citroën, la DX, on l'a appelée la DX, et raté, c'était la XM. Mais ça devait s'appeler la DX, mais on était tellement lus qu'ils ont dit on peut pas faire XM, donc on va faire DX.